Christophe Morin, que j'ai le plaisir d'appeler à me rejoindre. Christophe Morin, expert packaging du bureau d'études Packagile. Christophe, vous accompagnez les utilisateurs d'emballage dans leur démarche d'éco-conception. Vous conseillez de plus en plus les stratégies d'ailleurs de mise en place d'une feuille de route, notamment en lien avec les fameux 3 R. De l'innovation donc, mais aussi vous êtes engagé dans la résolution de problèmes souvent techniques, au plus près des lignes de conditionnement. C'est une approche pragmatique qui vous distingue. Alors pour commencer, Christophe, tout d'abord, de quoi on parle au fond? C'est quoi un emballage innovant? Alors, je vais peut-être On prendre un petit peu de recul parce que je vais forcément devoir regarder un petit peu parlait bien mes slides. dans le micro, voilà. Voilà, vous m'entendez? Très C'est bien, parfait. bonjour à tous et à toutes. Et la petite zapette. Ok, merci. À vous la parole. Merci Pierre de me donner la parole. Ah oui, comment innover? Alors, hop, peut-être pour commencer, que je me familiarise bien avec le matériel. Alors, Si tu peux je vais m'en m'expliquer. occuper. Allez-y, commencez. Tac. Bien, l'innovation. Alors, l'innovation, c'est d'abord une définition qui est réglementée aujourd'hui, qui consiste à déjà identifier un problème et puis essayer d'y répondre. Alors, y répondre, si possible, en apportant de la valeur ajoutée. Parce que finalement, je rappelle que l'objectif de l'entreprise, c'est quand même de vendre des produits et puis de générer de la valeur ajoutée. Alors, l'emballage innovant, surtout, il s'inscrit au travers d'un environnement qui est de plus en plus contraignant, de plus en plus contraint. Déjà, le domaine de l'entreprise, on est dépendant du produit, forcément des attentes consommateurs, du marketing. Il y a des objectifs économiques. On a des contraintes qui sont diverses avec des équipements qui sont d'ores et déjà en place. Donc, la question, c'est faut-il forcément investir et changer tout son parc machine pour forcément innover? Bien évidemment, non. Mais l'idée, c'est peut-être d'abord d'y aller étape par étape, de chercher des compromis. Et puis, je dirais aussi, l'innovation, c'est un vaste mot. L'innovation, c'est peut-être d'abord, j'ai envie de dire, l'accompagnement du changement, quel qu'il soit. Donc, il y a de l'innovation de rupture, il y a des innovations technologiques, il y a des innovations plutôt visuelles, voilà, disruptives. Et puis, il y a de l'innovation aussi incrémentale. Et puis, finalement, c'est celle qui va nous être aussi de plus en plus imposée par les exigences réglementaires, et notamment tout ce qui est réglementation environnementale. Donc, simplement pour cadrer un petit peu cette intervention, on va surtout l'axer sur l'emballage innovant qui répond à un problème posé, qui est porteur de valeur ajoutée autant que possible, qui répond surtout aux besoins et aux contraintes de l'entreprise, et puis qui, forcément, doit être toujours plus respectueux de l'environnement et prendre en compte, et c'est là l'objet finalement de cette présentation, c'est comment on prend en compte toutes les nouvelles réglementations environnementales qui s'imposent à nous. Alors, avec quelle méthodologie, Christophe Morin? Voilà. Alors, je vous propose simplement une petite méthodologie qui est orientée ingénieur emballage, qui est une méthodologie parmi d'autres, parce qu'il y a des techniques d'innovation, de créativité, etc., qui peuvent différer selon qu'on est un designer ou une agence de design, par exemple. Voilà, on peut avoir une approche complètement différente. Celle que je vous propose, c'est plutôt une vision ingénieur packaging, plutôt interne à l'entreprise. Voilà, c'est quelque chose que vous pouvez, vous, si vous êtes utilisateur ou développeur d'emballage dans l'agroalimentaire, tout à fait mettre en place sans grande difficulté. Voilà, il y a juste un petit peu de méthode. 5 étapes qui partent des éléments de cadrage, de la définition du besoin, de la recherche de solutions, l'analyse comparative, et finalement, on essaye d'argumenter, d'ordonner toutes les données qu'on va collecter pour pouvoir faire un choix en toute connaissance de cause, un choix éclairé. Et puis, il y a ce que j'ai mis, mon fil rouge, c'est le fil conducteur, c'est mon référentiel. Ça va être un référentiel technique, réglementaire, voilà, mais surtout, et puis peut-être aussi en utilisant d'autres outils comme pourquoi pas les analyses de cycle de vie, forcément. Alors, première étape, l'élément de cadrage.
Moi, ce qui m'intéresse ici, sur cette étape-là, c'est d'abord de questionner le besoin. Parce que souvent, lorsqu'on arrive, on vient me voir, on me dit on aimerait que vous puissiez nous accompagner et on voudrait mettre telle ou telle solution. Voilà. Donc on arrive d'abord, souvent, trop souvent, avec une solution qu'on souhaite mettre en place clé en main. Non. Là, c'est un petit peu prendre le problème à l'envers. C'est d'abord se questionner si la solution qu'on va éventuellement proposer répond parfaitement à notre besoin. Donc là, il faut vraiment questionner le besoin en tant que tel. Quels sont les objectifs de communication aussi? Voilà. C'est quoi le but final de la démarche? Quelles sont les contraintes? Voilà. Est-ce qu'on a un budget illimité pour acheter des lignes de conditionnement? Voilà. Quels sont les objectifs aussi de communication au regard de l'intégralité de la gamme? Voilà. Est-ce qu'on va rechercher une certaine cohérence? Quelle est l'identité aussi de la marque? Voilà. Quelles sont les valeurs de l'entreprise? Voilà, tout simplement. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est d'essayer de mettre, lorsqu'on va constituer une équipe projet, voilà, qui va être aussi pluridisciplinaire, qui va rassembler des gens du marketing, de la production, de la logistique, par exemple, des achats. Ben, l'objectif, c'est aussi tout un travail de vulgarisation pour mettre tout le monde au même niveau, voilà, de manière à ce qu'on ait tous un vocabulaire commun, parce que finalement, les terminologies aussi sont très très précises. Qu'est-ce qu'un plastique, par exemple? Qu'est-ce qu'une recharge? Voilà. De plus en plus, la réglementation définit certains termes. Donc il faut être tous alignés sur ces éléments-là. Et puis aussi, finalement, ça contribue à dénouer les fausses croyances. Parce que souvent, on considère que un emballage qui est recyclable, c'est un emballage qui est forcément plus respectueux de l'environnement par rapport à un autre qui ne l'est pas. Pas forcément. Voilà. Il y a un certain nombre de choses à expliquer et je dirais un certain nombre de vérités aussi à réexpliquer. Voilà pour cette première étape de cadrage. Ensuite, Christophe, prochaine étape. Alors, prochaine étape, la définition du besoin. Voilà, faut que j'appuie fort. L'idée, c'est de construire un cahier des charges fonctionnel. Alors, ce cahier des charges fonctionnel, il peut aussi s'adapter en fonction de la structure de votre entreprise. Et puis en fonction de la typologie de projet. Un exemple, si vous voulez développer un bouchon, oui, alors là, il faut aller dans le détail technique, parce que le cahier des charges fonctionnel, à un moment donné, il va, je dirais, rentrer, il va faire part de votre cahier des charges achat. Voilà. Et donc, il fera l'objet aussi d'un engagement par rapport à votre fournisseur. Donc c'est vraiment important dans les gros projets de développement d'emballage de passer par cette étape-là de définition du cahier des charges fonctionnel. Alors, un petit temps de pause. Prenez le temps de effectivement prendre un verre d'eau. Je fais attention à ce que le micro ne tombe pas. Donc effectivement, une méthodologie qui permet justement de se placer sous l'angle de la conformité. Quelle conformité choisir? Vous le disiez, les exigences réglementaires ne sont pas forcément en adéquation avec les exigences environnementales. Oui, alors on en reparle juste après. Je déroule mon idée sur le cahier des charges fonctionnelles. D'accord, Christophe. L'idée, c'est de faire le point sur tous les critères techniques, éventuellement marketing, achat, logistique, qui peuvent être importants et attendus par l'emballage, tout au long de son cycle de vie ou d'utilisation. On va essayer, par exemple, de qualifier un usage. Voilà, mon bouchon, par exemple, je voudrais l'ouvrir X fois. Voilà. Je voudrais qu'il soit doté d'un dispositif de variation de débit. Voilà, c'est quelque chose que j'ai pu accompagner, par exemple, dans le cadre de développement d'une marque d'huile. Je voudrais que le dosage soit finalement propre. Alors, comment je le mesure? Voilà. Ça, c'est des démarches classiques de la définition du besoin dans un cahier des charges fonctionnel. Et puis, ça nous permet surtout d'identifier les fonctions essentielles et
du même coup, identifier les fonctions inutiles, parce que la réglementation aussi nous attend par rapport à l'efficience de nos emballages. Demain, on est censé supprimer 100% des emballages dits inutiles. On a vu avec Citeo qu'on pouvait Voilà. d'ailleurs signaler amicalement les emballages que l'on juge inutiles. Voilà, hein, donc il faut vraiment s'inscrire aussi dans une démarche de développement, d'innovation, mais aussi de vigilance, parce qu'à un moment donné, on pourrait se voir opposer des fonctions qui sont finalement inutiles. Donc attention. Prochaine étape. Voilà, prochaine étape. Il faut appuyer bien fort. Ouais, la recherche de solutions. Alors, les recherches de solutions, elles peuvent être... Aïe. Merci Pierre. Ici, je vous ai mis donc un exemple de différentes solutions du marché pour des barquettes operculées pour des produits qui sont sous atmosphère modifiée. Donc là, on voit bien la nécessité d'avoir des propriétés barrières. Il faut que ce soit operculable. Et puis, on voit ici le choix possible de différents matériaux. Donc, en haut, par exemple, une barquette en PET operculée. En bas, une barquette en PP avec pourquoi pas de la barrière VOH hein, pour apporter des propriétés barrières au gaz. En haut, en jaune, des barquettes en PSE VOH, voilà, le standard de la volaille. En bas, de la cellulose moulée. Ensuite, des concepts dits hybrides à l'opaque, le paper seal. Puis on peut avoir une pensée pour Pacalim ou Virgin Biopac. Donc, jusqu'aux barquettes aluminium. Voilà, donc cet exercice-là, c'est l'occasion de faire le point sur ce qui est disponible sur le marché. Voilà, c'est des petites innovations éventuellement incrémentables. C'est un exercice simple dans ce cas précis. Mais l'idée, c'est de se poser les bonnes questions. Déjà, collecter de la donnée et essayer de se placer dans une démarche pro-environnementale avec toujours en tête les objectifs de la réglementation. Donc là, vous avez mené une étude, une analyse sur le critère environnemental, c'est ça? Alors il se trouve que dans le cadre de mes activités, j'ai souhaité avoir beaucoup plus de visibilité sur l'impact environnemental d'une douzaine, de 12-13 concepts du marché. Voilà, notamment sur les mêmes formats qui sont présentés ici, par exemple. Voilà. Donc, ce qui nous permet de donner beaucoup de visibilité sur quels matériaux choisir, quel point de vigilance, comment se situe l'impact environnemental de certains matériaux par rapport à d'autres. Et là, l'outil, c'est une ACV simplifiée, par exemple? C'est une ACV simplifiée, multi-étapes, multi-critères, qui est basée avec l'outil BI, par exemple. Hein. Intéressant. Et sans dévoiler et rentrer dans le détail des résultats, finalement, les conclusions, est-ce qu'elles sont évidentes ou au contraire contre-intuitives? Elles sont surprenantes. Hein. Elles sont vraiment surprenantes parce que, je peux donner quelques exemples, la barquette PSE, simplement rappeler que le poids de l'emballage, hein, c'est le premier critère d'impact, hein, d'impact environnemental. Donc une barquette en PSE pèse 8 grammes. Voilà, par rapport à une barquette en PET qui peut peser à peu près entre 18 et 20 grammes. Voilà. Donc la question que je me suis posée, c'est quel est l'impact environnemental entre ces deux solutions de barquette. À ma grande surprise, finalement peut-être pas, c'est la barquette en PSE VOHPE qui a la meilleure ACV, en fait. ACV. Donc l'effet poids alors est qu'elle n'est pas déterminant. recyclée. Alors qu'elle n'est pas recyclée jusque-là. Voilà. Donc l'effet poids joue son rôle. Voilà. Et on peut comparer ça, même si effectivement on se met dans un cas de figure où on peut réincorporer jusqu'à 100% de plastique issu du recyclage pour la barquette PET. L'empreinte environnementale est toujours favorable pour l'APS. Voilà. Donc l'idée, c'est de se poser les bonnes questions. Pour réduire mon empreinte environnementale, je peux réincorporer du recyclé pour la barquette PET. La barquette PP, est-ce que je peux mettre du recyclé éventuellement du recyclé chimique, mass balance, mais ça va coûter cher. Par contre, cette barquette-là, elle est recyclable. La barquette PET operculée, elle ne dispose pas aujourd'hui d'une filière de recyclage. Voilà. Et puis on continue notre démarche. Là, c'est une barquette en cellulose moulée qui a aussi un impact environnemental plutôt favorable par rapport au plastique. Donc, c'est très très intéressant de le mesurer. Les emballages hybrides, eux sont imprimés, donc ils ont une valeur
d'information qui est beaucoup plus importante. Voilà. C'est recyclable et on contribue aussi à réduire l'usage de plastique à usage unique. Voilà, c'est les démarches. Et si je veux aller plus loin, est-ce que je peux utiliser une barquette aluminium pour réduire le plastique? Et oui, c'est un emballage qui peut être qualifié de zéro plastique. Voilà. Simplement, quand on mesure l'impact environnemental, on se retrouve avec une solution qui est de l'ordre de 4 fois supérieure à celle d'une barquette en PET. Voilà. Donc ça, c'est intéressant d'aller jusqu'au fond des choses, se poser les bonnes questions et surtout, à un moment donné, voilà, collecter toutes ces données et les renseigner finalement dans une grille d'évaluation qui va nous aider à construire des outils d'aide à la décision, des tableaux de bord, voilà, des indicateurs. Je prends l'exemple, hein, les fonctions, on va les pondérer. La fonction contenir un produit va être quand même plus importante que je sais pas, une ouverture facile peut-être dans certains cas. Voilà, on va essayer de la pondérer. Et puis on va se poser la question, est-ce que l'emballage que j'utilise répond bien à la fonction précise. Voilà, ce qui va nous permettre de construire une grille d'évaluation et finalement aboutir à une note définitive. Voilà, donc on approche effectivement de l'issue du processus. Christophe, il vous reste 2 minutes pour finir votre présentation. On va accélérer sur la fin. Voilà, donc n'hésitez pas à faire des essais industriels. Une analyse de risque aussi réglementaire, parce qu'effectivement, on se rend bien compte que parfois l'Europe ou le juridique peut intervenir et remettre en cause certaines réglementations. Et voilà, faire notre choix, c'est surtout s'appuyer sur des essais industriels, voilà, des données factuelles. Voilà, il faut vraiment aller jusqu'au bout et expérimenter, aller jusqu'au test consommateur. Identifier des axes de progrès, forcément, et mettre en place ce qu'on appelle un plan d'action, parce que l'innovation, c'est une démarche finalement continue. Voilà, donc c'est pas parce qu'aujourd'hui on vient de lancer un produit qu'il faut être tranquille. Non, on a de l'innovation technologique, il y a de la recherche sur, par exemple, la fonctionnalisation des fibres papier carton. Donc, ce qui veut dire que peut-être dès demain, on peut être amené à proposer de nouvelles solutions et toujours plus pertinentes. Voilà, donc 5 étapes: le cadrage, la définition du besoin, la recherche de solutions, l'analyse comparative et les choix éclairés. Le fil conducteur, simplement, c'est forcément, vous l'aurez compris, tout ce qui est veille réglementaire, la loi AGEC, les décrets 3R, la stratégie 3R, mais aussi des guidelines techniques qui conditionnent notamment la mise en place d'une recyclabilité. Donc l'amélioration de la recyclabilité, c'est le COTREP, le CEREC par exemple. Appuyez-vous aussi, s'il vous plaît, sur des analyses de cycle de vie, parce que je constate aujourd'hui que ce n'est pas encore suffisamment pratiqué. Et puis, voilà, vous pouvez aussi contribuer à construire vos propres guidelines, des checklists en interne. Alors, on parle souvent des 3 R, mais... là, Christophe, vous en êtes à 13, si voilà, je compte bien. J'en suis à 13. Alors, très, très rapidement, parce que j'ai plus beaucoup de temps. Pour finir, Christophe. Rethink, donc c'est repenser le produit pour alléger la contrainte sur l'emballage. C'est le taux de restitution, améliorer le taux de restitution, parce qu'un emballage qui contribue à limiter le gaspillage alimentaire, c'est quand même important. Remove, envoler le superflu, refuser l'inutile. Reduce, réduire, réintroducer, réincorporer des matériaux issus du recyclage, c'est mettre en œuvre l'économie circulaire. Renew, utiliser des matériaux issus de ressources renouvelables. Le trio Reuse, Reload, Refill, Recover, Reemploy, c'est tout le dispositif de réutilisation, de recharge, le fait de rendre un emballage rechargeable, le réemploi et tous les dispositifs logistiques qui permettent de récupérer notre emballage réemployable. Forcément, Recycle, c'est recycler et optimiser la recyclabilité. En dernier cas, ROT, c'est tout ce qui est compostage et biodégradation. Revenue, c'est faire attention forcément à l'économie, aux coûts qui sont induits, parce que forcément le consommateur y est sensible malgré tout. C'est comment on propose une innovation à un juste prix pour que finalement il y ait un succès commercial, et c'est quand même le but. Et Read, attention, aujourd'hui, il y a une éco-communication sur l'emballage qui est de plus en plus réglementée, donc il y a des points de vigilance de manière à avoir une bonne éco-communication
en tout cas, qui respectent non seulement la réglementation, mais surtout qui donnent une information juste auprès du consommateur. Merci Christophe pour la présentation de ce référentiel. On peut l'applaudir. Merci beaucoup. On a le temps pour une question. Est-ce qu'il y a une question à poser à l'expert Christophe Morin sur cette méthodologie? Oui, madame, on vous amène un micro. Merci de vous présenter à nouveau avant de poser votre question. Oui, bonjour, Audrey, donc Sucre Alliance, à nouveau dans le secteur de la confiserie. Je suis là, monsieur. Oui, merci. Je reviens sur votre slide numéro 1. Une question très générale, en fait. Sur l'attente des consommateurs. Est-ce qu'aujourd'hui, même si on peut faire nous-mêmes nos propres études de marché dans notre secteur, est-ce qu'aujourd'hui, on sait un petit peu les attentes des consommateurs sur les produits avec des emballages, c'est-à-dire qui pourraient nous orienter sur soit plus d'emballage, parce que c'est plutôt le choix premier du consommateur, ou à l'inverse, s'il n'y a pas de choix qui se dégage entre un matériau qui soit recyclé. Est-ce que c'est des choses qui existent, qui peut nous orienter aussi, savoir si on doit partir sur une filière R&D, revoir nos produits pour éliminer complètement l'emballage, par exemple, ou si demain, le consommateur est prêt à acheter des produits avec des emballages, mais qui répondront à la réglementation, qui soient recyclables. Alors, plusieurs questions. D'abord, juste vous dire qu'effectivement, il y a des études qui sont disponibles et qui mettent en avant le fait que le consommateur aime bien les emballages qui sont recyclables. Donc, parmi les matériaux préférés du consommateur, on retient l'emballage verre et les papiers cartons. Voilà. Effectivement, les emballages plastiques, depuis 2017-2018, c'est le plastic bashing. Et donc, le consommateur y est de plus en plus sensible. Simplement, ça reste très très difficile aujourd'hui de se passer techniquement des emballages plastiques parce que pour beaucoup de produits sont très très sensibles, donc ils ont besoin de propriétés barrières, donc barrière à l'humidité, barrière aux graisses, barrière au gaz pour avoir une excellente conservation, en tout cas la meilleure possible. Simplement, ça reste très très difficile aujourd'hui de trouver des substituts techniques pour pouvoir porter le même niveau de service. Alors après, on peut toujours essayer de développer le vrac, le réemploi. Voilà, forcément, ça c'est des solutions qu'on n'a pas forcément évoquées là, mais qui font l'objet de beaucoup d'études, de beaucoup de développements, en tout cas de beaucoup de nouvelles solutions techniques, très diverses d'ailleurs, qu'elles soient technologiques, logistiques, de gestion de données. Voilà. Merci Christophe pour ces éléments, ces précisions. On peut l'applaudir à nouveau pour cette intervention.